Alors, l'actualité, je le disais, ne fait que s'empresser finalement et va très vite, l'actualité internationale, puisque mardi soir, alors nous en étions au fait que l'administration Trump avait, vous l'avez tous suivi ici en direct sur Toxin, accentué la pression sur Volodymyr Zelensky depuis leur altercation, on va dire, à la Maison-Blanche. Et donc, il avait mis en pause l'aide militaire à Kiev. Alors, la Commission européenne, évidemment, a embrayé mardi avec un plan rebaptisé Rearm l'Europe, enfin, réarmer l'Europe, pardon, et puis après Rearm Europe, si vous vous dites en anglais, qui ambitionne de mobiliser près de 800 milliards d'euros pour sa défense et fournir une aide immédiate à l'Ukraine. Je vous propose d'écouter un petit extrait d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui en parle. L'Europe est prête à assumer ses responsabilités. Rearm Europe pourrait mobiliser près de 800 milliards d'euros de dépenses pour la défense, pour une Europe sûre et résiliente. Nous continuons évidemment à travailler avec nos partenaires de l'OTAN. C'est un tournant pour l'Europe et nous sommes prêts à passer à la vitesse supérieure. Voilà Ursula von der Leyen qui montre les muscles et surtout les billets. En France, notre ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait déjà dit lundi que la ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous. Ça, c'était sur France Inter. Et bien, le lendemain, il a réitéré cette idée belliciste à l'Assemblée nationale. Écoutez-le. Et c'est tout l'objet du sommet européen qui se tiendra jeudi et au cours duquel sera discuté et acté ce plan massif de 800 milliards d'euros pour financer la défense des pays européens. Et donc les Européens que nous sommes sont désormais face à un choix qui s'impose à nous, celui des efforts et de la liberté ou celui du confort et de la servitude. Je pense qu'il a voulu faire du Churchill, hein, les efforts et la liberté, ou le confort ou la servitude. Alors, ce qui est intéressant, c'est pendant que nous avons donc Ursula von der Leyen, Jean-Noël Barrot, nous en France, qui voient une ligne de front se rapprocher de manière imminente. Eh bien, le président ukrainien, a affirmé lui vouloir arranger les choses avec Donald Trump. Il s'est dit même reconnaissant pour ce que l'Amérique a fait pour aider l'Ukraine à maintenir sa souveraineté, son indépendance. Il a admis que la réunion de vendredi ne s'était pas déroulée de la manière dont elle aurait dû. Il s'est dit prêt à signer l'accord cadre sur l'exploitation des minerais ukrainiens à n'importe quel moment et sous n'importe quel format. D'ailleurs, toujours dans ce message, Zelensky a proposé que les premières étapes, donc vers la fin de la guerre, soient la libération des prisonniers et une trêve dans le ciel. Et enfin, pour finir dans cette actualité très chaude, Donald Trump s'est exprimé pour nous cette nuit devant le Congrès. C'était donc d'ailleurs son premier discours devant le Congrès depuis son retour à la Maison-Blanche. Il a évidemment exprimé « Préparez-vous à un avenir incroyable car l'âge d'or de l'Amérique ne fait que commencer ». Mais dans notre sujet, on va dire, de cette tension ukrainienne, il a confirmé que son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, serait prêt à négocier avec la Russie et à signer un accord sur les minerais. Il dit avoir reçu une lettre importante du président ukrainien Zelensky. La lettre dit que l'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations dès que possible pour se rapprocher d'une paix durable. Voilà ce qu'a dit donc Donald Trump dans son discours devant le Congrès cette nuit. Alors pour évoquer toutes ces actualités et comprendre surtout ce qui se joue, je suis très heureuse d'accueillir Nicolas Mirkovic. Bonjour. Bonjour Nicolas Mirkovic, je rappelle analyste géopolitique, président de l'association Ouest-Est, auteur de Bienvenue au Kosovo ou L'Amérique Empire, surtout aux éditions Temporis. Alors, comment vous interprétez justement toutes ces lignes qui bougent si vite en ce moment? Alors, il y a beaucoup d'histoires en même temps, donc et tout le monde en profite de cette situation ukrainienne pour un peu régler ses propres problèmes ou tirer un peu les marrons du feu. L'élément important, si on va avancer chronologiquement, on repart de Donald Trump qui, pendant sa campagne, a toujours dit qu'il voulait la paix en Ukraine. Il prend le pouvoir. Il commence déjà à envoyer ses équipes à négocier avec Poutine, à négocier avec Zelensky. Il informe le monde entier qu'il veut négocier quelque chose. Alors, je rappelle que dans cette négociation, il n'y aura pas que l'Ukraine. Les États-Unis et la Russie sont deux grandes puissances. Ils ont des différends. Leurs chemins se croisent à plein d'endroits différents dans le monde. Et l'idée, c'est d'essayer de revenir à une situation de stabilité. Pourquoi est-ce que les deux sont intéressés par la stabilité? Parce que les deux ont besoin de développement économique et qu'une guerre, ça coûte cher. Les États-Unis sont en train de perdre en Ukraine et donc Donald Trump a l'intelligence de dire il vaut mieux s'arrêter et négocier. Les Européens le voient d'un autre œil, j'y reviendrai après. Zelensky est venu dans le bureau Oval vendredi dernier et il a cru qu'il pouvait tenir un discours qui était encore dur, un discours qui a été encouragé pourtant avant
par Joe Biden, par les Européens. Et je pense que Zelensky, qui a été habitué à être adulé dans tout le monde occidental, qui a été loué, qui a fait la tête de tous les magazines, a fait une caprice de star. Et n'oublions pas que c'est un acteur à la base et que tout le fait de devoir baisser la tête et dire oui au projet de Trump qui ne l'arrange pas, parce que depuis le début, au tout début, il disait aux Ukrainiens qu'il voulait la paix au Donbass, puis après, il est devenu un chef de guerre. Et maintenant, voilà, Trump lui a dit, c'est la fin de la partie, on va négocier parce que je suis ton bailleur de fonds. Ce sont les États-Unis qui fournissent essentiellement l'aide militaire, le soutien financier, le soutien aérien, les renseignements. Les Européens fournissent de l'aide également, mais les États-Unis pilotent cette guerre et le pilote depuis qu'ils ont organisé le coup d'État à Kiev en 2014. Zelensky a été humilié dans la Maison-Blanche, a fait beaucoup de bruit. Il est parti voir ses camarades européens, Starmer, il a discuté avec une partie de l'Union européenne, le Canada également. La Turquie était également présent à Londres, et tout le monde lui a dit qu'il allait le soutenir. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que suite à cette réunion avec l'Union européenne, où on apprend maintenant que nous, on va aller chercher 800 milliards d'euros, on ne sait pas où, pour financer la guerre, Zelensky, lui, revoit sa position. Il a dit publiquement qu'il était prêt à négocier la paix, et Donald Trump dit qu'il a reçu une lettre de sa part disant qu'il était prêt à négocier cela le plus vite possible. Donc on peut imaginer que au moment où nous parlons, Zelensky a revu sa position et se rend compte qu'il valait mieux pas se mettre les États-Unis à dos. Oui. Alors, côté européen, allez-y. Côté européen, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Europe avait été construite pour la paix, on nous avait autant dit. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il fallait plus jamais ça. Donc, on allait construire une Europe de la paix. Là, on a déjà vu que l'Europe n'avait rien fait pour éviter l'émiettement violent de la Yougoslavie dans les années 90. Et on a vu que Bruxelles, Ursula von der Leyen et beaucoup de chefs d'Europe de l'Ouest, allemands, français, ont tout fait pour qu'il y ait cette guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus. Enfin, ils continuent ce discours belliqueux pour plusieurs raisons. Kaja Kallas, qui est quand même la responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, a été jusqu'à dire qu'il fallait scinder la Russie en petits États. Ce n'est pas vraiment un discours très pacifique avec une puissance nucléaire qui, rappelons-le, est la plus grande puissance européenne. Que les Européens veulent l'entendre ou pas, la plus grande puissance européenne aujourd'hui demeure la Russie. Et on a ce discours extrêmement belliqueux de menteurs. Et il faut les appeler par leur nom. Ursula von der Leyen, il y a encore quelques années, ou même pas quelques mois, pourrait-on dire, disait que la Russie allait perdre, que la Russie se battait avec des puces électroniques qu'ils extrayaient de leur machine à laver, que la Russie allait perdre. Et aujourd'hui, maintenant, toute cette clique atlantiste européenne nous dit que la Russie va nous envahir. C'est pas possible. Soit ils se battent avec des haches et des pièces détachées de machines à laver, soit et ils vont perdre, soit ils vont nous envahir. Les deux discours ne coïncident pas. Pourquoi? Oui. Alors, Parce que l'économie européenne va extrêmement mal, l'économie française particulièrement. Tous les indicateurs français sont mauvais. On est surendetté. On a notre budget est extrêmement déficitaire. On ne respecte plus du tout les indicateurs, les critères de convergence de l'Union européenne, et on a besoin d'argent. On a besoin d'argent, ce qu'il faut comprendre. Là, on ne gagne pas de l'argent, on en donne. Oui, mais on va faire payer au marché et aux contribuables. On va leur expliquer qu'il faut cette guerre. C'est la même chose. On a vécu la même chose en Covid. On connaît leur manuel d'opération. Ils ont besoin d'argent parce qu'ils n'arrivent pas à gérer les problèmes économiques. Ils sont aujourd'hui, on est tributaires de leur impéritie politique. Ils ne savent pas gérer les problèmes de recherche et de développement, de sécurité, d'emploi, d'immigration. Il y a tellement de sujets où les résultats sont extrêmement mauvais. Ils ont besoin d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent un bouc émissaire. René Girard n'aurait pas trouvé un meilleur exemple pour illustrer son travail sur ce sujet-là. Ils ont besoin de bouc émissaire. Ils ont trouvé avec le Covid la moyen de dire à tout le monde, restez enfermés chez vous, attention, c'est très dangereux, c'est très grave, et on va imprimer énormément de billets, et on verra, c'est le quoi qu'il en coûte. On paiera plus tard, c'est pas grave, vos petits-enfants, vos enfants paieront ça. C'est le même sujet. En fait, ils ont trouvé comme un intérêt supérieur qui permet d'aller demander aux banques centrales de donner sans compter. Exactement. Alors, ils vont peut-être émettre des bons du Trésor et faire payer le marché. On va voir déjà ce que le marché est prêt à payer pour essayer de sauver les économies européennes. Ils vont certainement piocher, ils vont augmenter les impôts aussi. C'est évident, pour payer 800 milliards, c'est pas rien. 800 milliards, c'est quasiment le budget entier
de l'OTAN pendant une année, de tous les pays réunis. C'est autant quasiment que le budget américain lui tout seul. Donc, c'est énormément d'argent. Donc, dans cette stratégie, il faut à tout prix que le Russe soit le super méchant. Celui qui ne savait pas se battre il y a quelques semaines, qui se battait avec des marteaux, eh bien, aujourd'hui, il est très menaçant, il va nous Oui. envahir, alors qu'il n'y a jamais eu de prétention de la Russie d'attaquer les pays européens, alors que les pays européens sont en train d'attaquer la Russie. Rappelons-le quand même que l'armement que nous envoyons sert à tuer des civils également. Il y a pas, cet armement ne sert pas que dans le cadre De d'une défense, guerre ouais. contre l'armée contre l'armée russe, et que la Russie avait la possibilité de répliquer et qu'elle ne l'a pas fait pour une simple bonne raison, c'est qu'elle n'en a pas l'intérêt. Elle veut régler le problème ukrainien. Et aujourd'hui, nous avons les deux protagonistes à Washington et à Moscou qui veulent la paix, et l'Europe qui est un Frankenstein, en partie de l'Union européenne, en partie créé par les États-Unis. Aujourd'hui, sont dans une situation où ils ont cru pendant longtemps que cette guerre allait durer. Ils n'ont rien compris des signaux faibles qui sortaient des États-Unis. Ils n'ont rien compris à cette situation ukrainienne depuis le départ. Ils sont pourtant responsables et ils sont perdus. Et donc, ils essayent de nous faire croire, à une époque où on n'a jamais autant accès à l'information, que la Russie va nous envahir, ce qui est un mensonge total. Ils disent ça que pour aller chercher de l'argent dont ils ont besoin, parce que la gestion de l'Union européenne est une catastrophe, et la gestion de nombreux pays de l'Ouest européen est également catastrophique. Alors, Nicolas Mirkovic, est-ce que vous considérez que cette gesticulation, on va dire, européenne, va changer quelque chose dans l'éventuel cessez-le-feu, voire paix, qui pourrait arriver entre, donc, on l'a dit, Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, et avec évidemment Donald Trump derrière? Si en effet l'Union européenne arrive à lever 800 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Et si Zelensky l'accepte, c'est clair que ça va prolonger la guerre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il faudra que Zelensky trouve des soldats. Je rappelle que l'âge moyen est de plus de 45 ans et qu'ils sont en train de parler de baisser l'âge de la conscription à 18 ans. C'est-à-dire à quel stade ils sont de désespération pour cette guerre. Mais en effet, s'ils reçoivent ce type d'argent, ça peut les aider. Si l'Europe entre en guerre et des nations européennes entrent en guerre et envoie encore plus de missiles, un support aérien et un support logistique, oui, ça peut prolonger la guerre. Pourtant, la situation va être assez compliquée parce qu'on va voir Trump, qui est quand même l'allié principal encore de l'Union européenne, qui lui est un peu le chef d'orchestre dans cette histoire. Donc, on voit difficilement comment est-ce que l'Europe pourrait faire ça. Autant l'armée américaine a un peu d'expérience dans ce type de guerre. En tout cas, ils sont à la manette depuis le début. On voit pas du tout qui va piloter une armée européenne. Où est-ce que s'est battue cette armée européenne? Quelle langue vont-ils parler? Quelles sont les armes, les munitions qu'ils vont utiliser? Peut-être que les États-Unis seront contents de nous revendre beaucoup d'armements. Une bonne partie des pays européens s'approvisionnent chez les Américains et non pas dans d'autres pays européens. C'est un autre sujet. Mais je pense que ça va rendre la situation assez compliquée. Et je ne vois pas, militairement ou politiquement, comment l'Europe pourrait mener ça. Mais elle pourrait en effet prolonger la guerre, et ça serait assez mauvais pour tout le monde, mais ça ne serait pas efficace, ça c'est sûr et certain. Et je pense aussi, un autre élément, c'est que ça va exaspérer pas mal la Russie, qui au bout d'un moment va se dire: j'enlève les gants. J'enlève les gants, et puis si vous voulez la guerre, on va faire la guerre. Et on sait qu'en tant que nations européennes, si on regarde les livres d'histoire, ça c'est en général jamais très bien terminé pour nous, quand on a été trop loin et qu'on a été chercher la Russie. Oui, on s'en rappelle. Bon, bah, c'est pas très optimiste tout ça, parce qu'on pourrait considérer que peut-être ces 800. Est-ce que vous pensez que ces 800 milliards d'euros ne pourront pas être mobilisés malgré les annonces? Il y a quand même eu beaucoup d'annonces de soutien qui ne sont pas véritablement arrivées également jusqu'à l'Ukraine. Ça, c'est certain, il y a beaucoup d'effets d'annonce. C'est sorti du chapeau. Il n'y avait jamais cette histoire d'armée européenne avant. Enfin, c'était une vieille Oui. histoire. Au tout début de la construction européenne, on s'en souvient, mais c'était quelque chose qui est sorti du chapeau pour justifier, en effet, cet afflux d'argent qui, en effet, va relancer l'emploi, qui va relancer l'investissement. Mais c'est un calcul court-termiste, parce qu'après, il va bien falloir rembourser cet argent. Si vous voulez, ça ne tombe pas du ciel. Donc, c'est la fuite en avant. Et au bout d'un moment, ça va être la crise, parce que on a des problèmes endémiques, c'est des problèmes systémiques. C'est-à-dire que l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est beaucoup trop lourde, l'État est beaucoup trop présent, et on n'est pas prêt par rapport à ce monde, à la concurrence internationale. Et donc, à force d'imprimer des billets, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que oui, on va créer de l'emploi à court terme, mais à moyen terme, à très très court terme, mais tout de suite après, on va avoir de l'inflation, on va avoir des crises. Qu'est-ce qu'on va faire quand la guerre s'arrête? On va rechercher une autre épidémie, une autre cause majeure, l'arrivée de Martiens. Ça va être quoi la nouvelle menace mondiale qui va justifier que tout d'un coup, il faut faire beaucoup d'efforts pour cette cause? Donc ça, c'est du travail on va dire de politiciens
d'idéologue, c'est pas du vrai travail d'économiste. Or, on a besoin d'alléger nos économies, d'être beaucoup plus flexibles. Ça, ce sont des problèmes que nous connaissons depuis longtemps et que nous n'arrivons pas à mener. Donc, je pense aussi que le marché ne va peut-être pas se ruer sur nos bons pour la guerre. Parce qu'en effet, si la guerre explose, peut-être qu'à la fin, il n'y aura plus personne pour payer la dette, parce qu'il n'y aura plus personne en Europe. Voilà où mène la guerre. Et ça, c'est nos responsables politiques, nos irresponsables politiques, qui n'ont toujours pas compris ça, qui veulent jouer avec l'argent et la vie des autres. S'ils veulent la guerre, qu'ils aillent se battre, que M. Barrot prenne son chasse-peau et qu'il aille se battre en Ukraine, et là, il serait peut-être un peu plus crédible, quoi. Mais pour l'instant, ils sont en train de jouer avec la vie et l'argent des autres, et cela se fait au détriment de tous les Européens et de tous les Français. Nous n'avons besoin ni de la guerre, ni de ces emprunts. Nous avons besoin de vrais hommes politiques, de vrais chefs politiques qui ont le souci du bien commun, qui ont le souci de la France, qui ont le souci d'un bon entendement entre Européens, ça c'est évident. C'est l'air du temps. C'est l'air du temps, c'est ce qu'on entend au Kremlin, c'est ce qu'on entend à la Maison-Blanche. Même la Chine se dit qu'elle pourra peut-être négocier malgré les discours extrêmement difficiles, durs de Donald Trump. On a les très grandes puissances mondiales qui ont vu de stabilité et on a les va-t-en-guerre, ceux qui ont plus beaucoup de ces chefs. C'est intéressant de voir que beaucoup de ces chefs politiques n'ont eux-mêmes pas de famille, donc c'est un peu facile d'envoyer les enfants des autres se battre quand nous-mêmes on n'en a pas. Je ferme la parenthèse. Mais ce discours va-t-en-guerre est complètement à contre-courant de ce qui se décide aujourd'hui. Donc j'espère qu'au bout d'un moment, quelqu'un dira à ses responsables politiques européens que leur projet va s'arrêter, que personne ne va les suivre. Et aujourd'hui, il y a des puissances qui ont moyen de mettre ça en politique. Mais c'est dangereux ce discours. Ça montre à quel point les personnes qui sont à la tête et de l'Union européenne et des nations européennes sont complètement déconnectées et sont dangereuses. Parce que ce sont nos vies qui sont concernées. Évidemment. Nicolas Mirkovic, juste une question précise, parce que j'entends ces chiffres régulièrement, j'aimerais bien faire un point avec vous, puisque les États-Unis disent qu'ils financent la majeure partie justement de cet armement ukrainien à 60%, et les Européens disent que ce sont eux. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ces chiffres ? C'est pas facile d'estimer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que parfois, les Américains vont donner de l'armement. Alors, comment est-ce que vous allez valoriser cet armement? À son prix d'achat ou à son prix actuel? Donc ça, c'était un des sujets. Il y a aussi toute l'aide financière, puis il y a l'aide déguisée. Les États-Unis, on l'a bien vu. Donald Trump l'a montré dès le début avec Elon Musk, des milliards et des milliards de dollars qui ont été envoyés à l'Ukraine par le National Endowment for Democracy, par exemple, ou par différents organismes qui ne sont pas comptabilisés toujours comme de l'aide directe à l'Ukraine, en tout cas qui n'étaient pas comptabilisés ainsi. Je vous rassure, l'Europe donne énormément d'argent aussi. Donc l'Europe finance énormément cette guerre. Il y a l'Institut de Kiel, qui est un institut allemand, lui comptabilise, lui dit que c'est l'Union européenne qui donne le plus d'argent. Mais je pense que les Américains survalorisent leur armement. Mais en tout cas, ils donnent beaucoup par des voies directes et indirectes, comme on l'a dit. Donc à la fin, voilà. Ce serait intéressant de savoir, parce que ça permet de savoir aussi à quel point Zelensky se retrouverait dépourvu s'il n'avait plus l'aide américaine et qu'il ne s'appuyait que sur l'aide européenne. Il aurait à peu près 200 milliards. Il aurait reçu des engagements, parce qu'il y a aussi les engagements, est-ce qu'ils ont donné réellement? Ça, c'est dans le calcul. Ils prenaient deux en compte. L'Europe s'est engagée sur plus ou moins 200 milliards, la France sur 26 milliards, et les États-Unis sont un peu à un niveau moindre d'aide directe. Donc ça, mais c'est clair, n'oublions pas que oui, il y a cette aide, mais il y a aussi la gestion de cette aide. Ce sont des soldats américains qui sont en train de piloter. Il y a des soldats français qui sont sur place, croyez-moi, ça c'est certain. Mais ceux qui donnent les ordres et qui conseillent les chefs militaires américains ne sont pas les Français, ne sont pas les Anglais, ne sont pas les Italiens, ce sont les Américains. Donc, et les satellites et les moyens extrêmement importants proviennent des États-Unis. Si Elon Musk coupe Starlink demain, il n'y a plus d'Internet, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réseau, quasiment plus de réseau entre les bataillons américains et le commandement. Donc, du jour au lendemain, Donald Trump peut cesser cette guerre de manière un peu coercitive s'il le voulait, mais les Américains sont importants, extrêmement importants pour l'aide, qui est très importante, ça c'est clair, et aussi pour l'organisation de cette guerre et la stratégie militaire. Oui. Bon, à suivre en tout cas. Merci beaucoup Nicolas Mirkovic pour cette analyse et ces dernières informations. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et notamment auteur de l'Amérique Empire aux éditions Temporis. Merci beaucoup et merci à vous tous, chers amis.